Salut les amis d'internet, c'est Babs. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'histoire cachée de l'art. Là où les artistes de l'ombre ont su défier les conventions et les experts les plus avisés. Ces artistes sont parfois si incroyables qu'ils arrivent à éclipser les grands noms de l'art. Talent, mystère et audace sont au programme, alors vous êtes prêts ? Depuis que j'ai commencé ce format vidéo, je cherche tous les jours des nouveaux sujets à vous présenter. Et en discutant avec ma famille, on m'a parlé d'une histoire assez étrange, une histoire qui concernerait tous les musées du monde. Alors, pour illustrer cette vidéo, je me suis rendu au musée le plus proche de chez moi, le musée des Beaux-Arts à Rouen. Et ça tombe bien, parce que j'adore les musées. Ça me fait toujours plaisir d'y aller et c'est comme un retour dans le passé. Mais imaginez ça, et si certains de ces tableaux étaient des faux ? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de l'art et ses nombreuses controverses. Vous allez découvrir qu'au fil des siècles, les faux ont traversé les âges comme les vrais. Quelques millions d'euros. 10.500.000. Ich wage zu behaupten, dass es einfacher ist, ein Bild zu verkaufen für. Ich habe mir so gern Palazzo Venedig gekauft. C'est parti, commençons avec cet homme, Wolfgang Beltraki, ou Fischer. Son histoire a fait le tour du monde d'internet en 2010. Mais pourquoi ? Son histoire, bien que fascinante, est marquée par des énormes scandales, car elle s'inscrit dans un domaine souvent jugé élitiste, le marché de l'art. Il faut dire qu'il avait énormément de contacts. C'était loin d'être un inconnu dans le milieu de l'art. Mais avant d'en révéler davantage, retournons au tout début, le jour de sa naissance. Né en Allemagne en 1951, dans une famille d'artistes, Wolfgang Fischer a été plongé dès son plus jeune âge dans un univers créatif. Son père était peintre-restaurateur, ce qui lui a permis de se familiariser très tôt avec des techniques de peinture et des matériaux. Passionné de dessin, il montrait déjà un talent hors du commun. Il réalisait déjà des copies impressionnantes de grands maîtres, comme Picasso, alors qu'il n'était qu'un enfant. Il paraîtrait que même son père en était jaloux, et a reconnu qu'il était déjà meilleur que lui. Malgré ses dons précoces, il abandonne rapidement l'école d'art. Déçu par l'enseignement, il considère trop rigide et peu innovant. Il choisit alors une voie autodidacte et commence à explorer seul les styles et les techniques des maîtres anciens, posant ainsi les bases de son futur succès dans le monde du faux. Et à l'âge de 19 ans, Fischer a commencé à réaliser ses premiers faux. Pendant que toi, t'es en train de réaliser tes meilleurs TikTok, lui préfère perfectionner son art pour berner les experts et gagner un maximum de moula. Chacun son talent. Initialement, il va se contenter de petites copies d'œuvres célèbres pour peaufiner sa technique. Mais progressivement, il va perfectionner son approche en imaginant des œuvres inédites dans le style de grands maîtres, notamment Max Ernst ou Heinrich Campendonck. Ses premières ventes se font directement à travers des réseaux locaux d'amateurs d'art et de petites galeries très peu regardantes. Mais Fischer veut aller plus loin. Et c'est là qu'en 1992, il fait connaissance d'Hélène Beltraki. Ich war natürlich auch etwas geschockt, sehr erstaunt. Il lui fait part directement de son activité de faussaire. Et Hélène est séduite. Et un an plus tard, en 1993, il se marie et Wolfgang Fischer devient Wolfgang Beltraki. Et c'est là que Wolfgang et Hélène vont imaginer un plan parfait. Mais alors, comment tromper les acheteurs et les experts qui utilisent des rayons X et des procédés chimiques ? Eh bien, leur méthode était très élaborée. Et voilà comment. Ils parcouraient les brocantes, les ventes aux enchères pour trouver des toiles anciennes, souvent des peintures anonymes ou abîmées qu'ils recyclaient comme support. Ils utilisaient également des pigments correspondant à ceux disponibles à l'époque des artistes qu'il imitait, allant jusqu'à les fabriquer lui-même à partir de recettes historiques. Ces détails permettaient à ces faux de passer les tests scientifiques les plus avancés. Pratique ? C'était un véritable alchimiste des pigments. Il ne se contentait pas de choisir des couleurs au hasard, mais analysait en profondeur la composition chimique des peintures d'époque. Il était capable de recréer avec précision des mélanges, utilisant des minéraux rares ou des procédés disparus, pour garantir
que ces faux résistent à toute analyse scientifique moderne. Une précision qui forçait même le respect des experts. Donc j'ai toujours vécu à la campagne quand j'étais petite. Et bon, cette vache, c'est la campagne. Donc c'était un peu mon enfance, ça c'est vrai. Quand tu as vu que tu m'avais donné un cadeau empoisonné. Pas la première fois. On peut couper tout ça. Le côté que je trouve un peu mystique, c'est qu'il n'étudiait pas seulement les œuvres des artistes, il s'imprégnait totalement dans leur univers. Il explorait leurs lettres, les journaux et les moindres échos de leur époque pour capturer l'essence de leur créativité. Pour lui, copier un style, c'était trop basique. Il fallait ressentir ce qu'il faisait vibrer l'artiste. Mais attendez une minute, et si cet homme n'était pas vraiment un homme, mais une IA envoyée sur Terre par les Atlantes pour nous dominer en tant qu'espèce inférieure? Bon ok, peut-être pas, mais avouez que son talent, il frôle un peu le surnaturel, non? Du coup, avec ça, on sait que chimiquement, il faisait comme ça. Mais comment il faisait alors pour berner les acheteurs? Eh bien, Wolfgang et Hélène ont mis au point une opération d'une précision presque effrayante. Leur méthode, Hélène prétendait que ces tableaux provenaient d'une collection de son grand-père. Et vous savez quoi? Pour rendre l'histoire encore plus crédible, il montrait une vieille photo avec les tableaux en arrière-plan. Mais c'était tout simplement Hélène qui était déguisée et Wolfgang qui avait repris un vieil appareil photo avec les tableaux derrière. Sérieusement, le culot de ces deux-là, c'est vraiment digne d'un film. Et cette histoire a dupé les experts les plus aguerris. Mais pourquoi? Eh bien parce que le marché de l'art est obsédé par les récits qui entourent une œuvre. Parfois, l'histoire derrière une toile pèse plus lourd que la toile en elle-même. Hélène jouait son rôle à la perfection. Elle enchaîne les interactions avec les galeries et les maisons de vente aux enchères, et c'est le jackpot. Franchement, on pourrait presque les applaudir pour leur sens de la mise en scène. Parce qu'avec leurs faux, ils ont réussi à infiltrer des cercles prestigieux et engranger des millions, 40 millions si je me trompe pas. Et vous, à leur place, vous auriez osé aller aussi loin ? Vous vous souvenez du tableau que je vous ai montré tout à l'heure? Celui-là. Et du petit couple qui parle du cadeau empoisonné? Eh bien, c'est le tableau qui a fait tout basculer. Un tableau que les Beltraki avaient vendu en prétendant que c'était un authentique Heinrich Campendonck. Mais après expertise, c'est le Titanium White qui les a trahis. Par impatience, il aurait utilisé du Titanium White, un pigment blanc qu'on n'utilisait qu'à partir des années 1950. Or, le tableau, lui, a été vendu comme s'il venait des années 1920. Ça ne colle pas, et tout bascule. Et en 2010, avec toutes ces infos, la police va remonter jusqu'aux Beltraki, et finalement, les arrêter. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, l'ampleur de la fraude s'élève à 40 millions d'euros. Wolfgang ne va pas chercher à nier, il dira « Oui, c'est moi. Je suis l'auteur de tous ces faux tableaux. » Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que certains de ces tableaux seraient encore dans des collections privées, cachés à l'abri des regards ou avec des personnes qui veulent pas trop dire qu'ils ont acheté des faux. Il y a des douzaines de personnes sur le marché de l'art qui ont été très satisfaites que le procès s'arrête aussi rapidement. Le marché de l'art ne s'est jamais vraiment senti confortable avec les faux et les faussaires. Il n'y a jamais eu une communication très ouverte à ce sujet. Je pense que tout le monde ne souhaite pas forcément être ridiculisé ou être identifié comme celui ou celle qui se sont fait berner par Beltraki. Le couple Beltraki a finalement été condamné en 2011. Wolfgang a 6 ans de prison et sa femme 4 ans. Warte, ich glaube, die Position ist schon also ein bisschen schräger. Also ein bisschen mehr so, ja, genau. Ils ont bénéficié d'une libération anticipée en 2015. Et la suite alors? Eh bien, Wolfgang
n'est pas allé très loin pour sa reconversion, car maintenant il est artiste contemporain. Il est passé de faussaire à artiste, mais apparemment ses œuvres, c'est pas une masterclass. Et vous, qu'en pensez-vous? Faussaire, génie ou les deux? Le couple Beltraki sont devenus de véritables icônes dans les médias. Ils ont même eu le droit à leur documentaire en 2014. C'est même celui-là qui a servi à illustrer cette vidéo, et du coup je vous mets les liens en description si vous voulez le voir en entier, il est vraiment passionnant. Avec ça, il a tellement surfé sur la vague du succès, il a même fait des NFT. Incroyable, non? Bon, par contre, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ouah mec, faut que je te raconte, j'ai acheté un NFT, regarde !» On verra bien ce qu'on fera avec tout ça. Il faut savoir aussi que l'histoire de l'art regorge de faussaires de génie. C'est pas le premier à faire ça. Des artistes comme Michelangelo lui-même qui auraient créé des fausses antiquités pour tester son talent. Un autre exemple, en 1940, aux Pays-Bas, en pleine Deuxième Guerre mondiale, l'artiste Anne van Meegeren, comme ça que ça se dit, décide, lui, de copier Jonathan Vermeer. Il invente le Christ et la femme adultère. Et il va le vendre à un haut dirigeant du Troisième Reich. Et le faux est tellement bien fait que les experts n'y verront que du feu. Et Van, pendant ce temps-là, se frotte les mains parce qu'il a bien réussi son petit coup en attendant. Un véritable troll de l'époque. Mais à la fin de la guerre, Van Meegeren est accusé de trahison et de collaboration avec les nazis. Car à ce moment-là, personne ne savait que c'était un faux à part lui. Et vous savez comment il a prouvé son innocence? Eh bien, lors de son procès, dans une salle d'audience bondée, Van a peint un autre faux Vermeer. Un spectacle un peu surréaliste qui a fait de lui un héros national. Et des histoires comme ça, l'histoire de l'art, elle en est remplie. Comme Elmire de Hori qui lui s'attaquait à des Modigliani ou alors des Picasso en imitation. Lui, contrairement aux autres faussaires, il jouait un peu sur l'ambiguïté. En gros, il disait que c'était dans le style d'eux. Et il laissait les experts dire si c'était des originaux ou pas. Elmire a déclaré un jour « Tous les grands musées en ont. Ils ne le savent juste pas encore. » Par là, il dit que potentiellement, dans tous les musées, il y a des faux. À mon avis, la prochaine fois que vous irez dans un musée, vous repenserez à tout ça en regardant un tableau ou une sculpture. Si une œuvre est esthétiquement parfaite, mais fausse, pourquoi perd-elle sa valeur? Est-ce simplement une question d'authenticité ou est-ce lié à l'histoire qu'elle porte? Dites-moi ce que vous en pensez. Les faussaires, en révélant les failles du marché de l'art, ne seraient-ils pas eux-mêmes des artistes? On pourrait dire que leur maîtrise de leur technique et leur créativité rivalisent avec celle des grands noms qu'ils imitent. Et au-delà de la copie, ils posent une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait un artiste? Est-ce le talent, la signature, la capacité à provoquer une réaction à ceux qui contemplent leur travail? Finalement, ne sont-ils pas les miroirs d'un système qui valorise autant le nom que l'œuvre en elle-même? On pourrait se poser les mêmes questions sur la musique, où des artistes utilisent des samples ou imitent des styles pour créer des hits. Le cinéma, avec des remakes qui floutent la frontière entre l'hommage et la copie, et même les NFT, où des œuvres numériques peuvent être reproduites à l'infini, remettant en question la notion d'unicité et d'authenticité. Finalement, que ce soit un film, une chanson ou un NFT, on pourrait se demander est-ce que c'est l'original qui compte vraiment ou l'impact que ça a vraiment sur nous? En tout cas, c'est une question qui dépasse largement les limites de l'art. Qui sait, peut-être le sujet d'une autre vidéo. Les rayons X, la datation au carbone, l'analyse des pigments, en plus de servir à détecter des faux, ils nous permettent aussi de remonter dans le temps. Imaginez un simple pigment peut révéler le lieu, la date et l'artiste qui l'a utilisé. C'est comme si la science devenait un vrai détective de l'histoire de l'art. Mais imaginez, si un jour ces outils venaient à être contournés. Verra-t-on un jour une autre histoire, un autre fait divers sur un faussaire qui aurait contourné ces outils? L'histoire de ces faussaires nous montre que l'art, c'est bien plus qu'une toile et des pigments. C'est une quête d'authenticité, une expression d'idées, mais aussi un jeu de pouvoir et de perception. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un tableau, posez-vous cette question.
est-ce que ça change quelque chose s'il est faux? Alors vous connaissiez l'histoire de ces faussaires? Et est-ce que vous savez où il y a des faux dans des musées? En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. J'ai pris énormément de plaisir moi aussi à faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, c'était Babs. Ciao!